Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 95. Les Giants sont à une victoire, 5 défaites, mais on reste sur un match plutôt encourageant par rapport en tout cas à ce qu'on a pu vivre sur les dernières rencontres. On va en parler, on va disséquer tout ça. Je suis évidemment avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo ? Salut tout le monde, ça va comme d'habitude. Quand même assez déçu que ce match ne se soit pas conclu par une victoire parce que on sentait que c'était à portée de main alors qu'on partait tous ultra défaitistes avant ce match. Et on a quand même, la défense a fait un exploit de tenir les Bills à 0 points pendant 3 quarts temps. C'est juste incroyable, quoi. Ouais. Moi, je dirais même qu'on a été au-dessus d'eux sur ce match, mais on va en reparler. On va disséquer tout ça. Avant ça, évidemment, vous le savez, vous pouvez nous soutenir via le Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast. On remercie évidemment tous les gens qui contribuent ou qui ont contribué. Vous savez, ça nous aide énormément. Pour info, les envois des t-shirts sont terminés aussi. Donc normalement vous les avez reçus, il m'en reste 2 à envoyer, il faut que je le fasse absolument là, mais c'était un cas un peu particulier, mais il faut que je le finisse. Il y en a même qui ont été commandés aux États-Unis, alors j'ai dû faire des envois aux États-Unis, mec, quelle galère à la poste pour envoyer aux États-Unis. Faut que tu remplisses des documents de douane, des trucs, ça t'imprime 50 000 papiers, tu sais pas où coller les étiquettes, machin, bref. On s'en est sorti, j'ai pu leur envoyer, les gens les ont reçus, ils m'ont dit que c'était cool, donc voilà. Tout est bien qui finit bien. En tout cas, voilà, patreon.com/onlyagiantpodcast avec la possibilité de se faire une donation et puis ensuite de vous désabonner ou de rester abonné, de nous faire des donations tous les mois. Dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez, ça nous aide et c'est très cool et on vous remercie encore une fois tous pour votre participation. Alors, donc ce match, défaite 9-14 contre les Bills, la stat que je retiens, c'est qu'on a fait plus de yards en attaque qu'eux, et ça, c'est quand même monumental. Jamais j'aurais parié qu'on ferait donc 317 yards pour les Giants, 297 pour les Bills. On les a tenus, on était à la mi-temps combien ? 9-0, 6-0, je sais plus. En tout cas, ils n'ont pas marqué un point en première mi-temps. Ils ont fini par nous mettre 2 TD. Et ce qui nous a manqué, vraiment ce qui nous manque depuis d'ailleurs plusieurs matchs, c'est qu'on drive, on arrive à soutenir, même contre les Dolphins, des longs drives et arriver jusqu'en red zone. Mais on ne marque pas de TD. Et c'est forcément très compliqué de gagner un match de football américain sans marquer de touchdown. Quel est ton avis, toi, Thiergo, sur cette rencontre ? Ce que je retiens de cette rencontre, c'est que les 2 mi-temps se sont terminés à 1 yard de l'end zone. Alors la première mi-temps... Exactement. La première mi-temps, on ne marque pas parce que Tyrod Taylor fait un audible et change un play qui devait être une passe pour une course. Il restait combien de secondes ? Il restait 14 secondes. 12 secondes, ouais, c'est ça. Voilà, il restait 14 secondes, pas de temps mort pour les Giants. Barclay était en première ou deuxième tentative, donc on n'était pas obligé de marquer tout de suite. Et en fait, Barclay qui en fait il a pratiquement rien fait pendant la première mi-temps. Enfin, à chaque fois qu'il avait le ballon, il se faisait plaquer derrière ou sur la ligne d'engagement. C'est à peine s'il avait 1 yard. C'est vraiment que deuxième mi-temps qu'il a commencé à avoir des gros plays. Barclay qui, pour son premier match, a quand même touché de très près. Hein. Il a fait 97 yards, c'est ça ? Non, 93. 24 courses, 93 yards, dont une course de 34 yards. Plus 5 targets, 4 réceptions avec seulement 5 yards. Enfin, tout ça pour dire que on savait première mi-temps que la course, ça nous réussissait pas. Et Tyrod Taylor a changé pour une course. Barclay se fait plaquer et bien entendu pas assez de temps pour se remettre en position et spiker le ballon. La mi-temps est terminée. Il s'est fait engueuler comme du poisson pourri par Daboll qui était furieux. Et Tyrod Taylor a dit après, lors de la conférence de presse, qu'il pensait qu'il avait un scénario favorable. Sauf que je vois pas comment est-ce qu'il a pu voir un scénario favorable. Sachant qu'il y avait plein de gros gaillards de l'autre côté, et que nous, c'est pas comme si on avait des très très gros bloqueurs de notre côté, quoi. Je crois que Bellinger n'était pas sur le terrain, on n'avait pas de quoi faire un powerplay. Bref, on termine la première... Et du coup, on finit à 6-0, c'est ça ? Au lieu on finit à 6-0. 13-0 si on avait marqué ce TD, ce qui est quand même plus la même histoire. 13-0 ou 9-0. Parce que... oui, t'as raison, exact, tout à fait. Voilà. Il faut pas l'oublier, c'est que
le match se termine donc à 14-9, mais si en fait en fin de rencontre on n'a que 3 points à marquer au lieu de 6, c'est quand même une affaire tout à fait différente. Hein. Exact. Et voilà, et donc pour la deuxième mi-temps, alors les Bills ont marqué un TD, et on a fait un premier drive qui n'a abouti à rien. Les Bills nous ont fait 3 courses et puis ils nous ont rendu le ballon. Alors ils ont tenté une passe sur une 3e tentative et 8 qui a été loupée. Heureusement pour nous, parce que en plus leur kicker aujourd'hui ce jour-là n'arrivait pas à faire des field goals de plus de 50 yards, donc tant mieux pour nous. Et on a fait quand même un exploit en remontant tout le terrain. Et il y a eu 2 passes interférences, 2 PI défensives d'affilée. La première a été sifflée, c'était sur Slayton si je dis pas de bêtises, et la deuxième sur Waller, elle n'a pas été flaguée. Voilà, et donc le match se termine comme ça. Alors des matchs en fait où on se fait voler par l'arbitrage, ça n'arrive pas qu'aux Giants, ça arrive un peu après tout le monde. L'arbitrage c'est toujours une aléatoire, et une bonne équipe elle essaie de s'affranchir de cet aléatoire là. Les Giants sont pas à ce niveau là, et c'est pour ça qu'on se retrouve encore une fois du mauvais côté du résultat. Ouais, 100% d'accord avec toi, on n'est pas à un niveau où on peut se permettre de passer outre des mauvaises décisions arbitrales. Donc comme tu l'as dit, c'est cette fin de match avec quelques secondes à jouer où on vise le fond de la end zone avec Slayton. Il est retenu par interférence, on se retrouve du coup à avoir une action sur les 1 yard. Ils décident, les Giants, et ça a été, Daboll a dit, j'approuve la décision de Kafka, donc ils décident de ne pas courir, puisqu'on a vu ce que ça a donné, et que même si en deuxième mi-temps le jeu de course était plus ouvert, peut-être que c'était la bonne chose à faire, mais on ne peut pas savoir. Je pense que ça restait la bonne chose à faire. Je pense que c'était bien. Ils décident de lancer une passe, donc en fait, fin de course, Darren Waller part dans le fond de la end zone sur un tout petit tracé sim, en fait il va tout droit, et vu que Darren Waller est très grand, c'était très bien joué. Le défenseur, la grippe du début du jeu jusqu'à la fin du jeu, Darren Waller ne peut pas lever son bras gauche, et on le voit bien sur l'action, il a que une main pour attraper le ballon. Ce que j'ai trouvé... Donc les arbitres ne sifflent pas, et malheureusement pour nous, et il y a des gens qui ont dit, mais en fait ils venaient de siffler une passe interférence, ils n'allaient pas en siffler une deuxième d'affilée, mais bon, s'il y a faute, il y a faute, hein, voilà. Non mais en fait, je pense que l'arbitre il devait être syndiqué, il a dit, non c'est bon les gars, là, on est arrivé à la fin, moi je rentre à la maison. Ça fait déjà 3 heures de match, c'est bon, hein, c'est trop long votre sport, là vous m'emmerdez. Ce qui est abusé, je trouve, c'est que côté community manager des Bills, ils ont fait un tweet, waouh super, trop fort notre défenseur, je sais même pas qui c'est, et ils mettent une photo de lui où on le voit pas agripper, et dans toutes les réponses, les gens leur réponse, ils mettent la photo ou les photos ou la vidéo de quand on le voit clairement agripper Darren Waller. Bon, ça fait chier parce que s'il peut mettre les 2 mains sur le ballon, Darren Waller est plus grand et il est plus athlétique, il faisait le catch. Et putain, t'imagines la dynamique qu'on aurait eu en allant battre les Bills sur une passe à la dernière seconde. Enfin, ça aurait été magnifique. Merci les arbitres de nous avoir supprimé ça et de nous enfoncer un peu plus dans la déprime. Et ce qui était dingue, c'est que... alors je pense que t'as dû regarder le match en entier, mais les commentateurs ont signalé plusieurs décisions arbitrales qui étaient erronées et en défaveur des Giants. Il y a eu un illegal man down the field qui a annulé une passe sur Jalen Hayat, donc c'était une faute sur Evan Neal. Et en fait... mais ça il était bon, je sais pas si elle était vraiment faute, mais s'il y a un O-line qui avance trop Non mais alors le consultant arbitrage, alors je sais plus si c'était Fox, enfin bref on s'en fout, le consultant arbitrage qui commentait le match a expliqué la règle et il a dit un lineman, quand il est engagé, il peut aller jusqu'où il veut. Ouais, par contre, à partir du moment où il se désengage, s'il est au-delà des 5 yards de la ligne, enfin de la ligne d'engagement, il ne peut plus participer au play. Donc en fait, il doit s'arrêter. Et c'est exactement ce qu'Evan Neal fait. C'est-à-dire qu'il est en train de pousser le joueur, et une fois qu'il revient en arrière, même.
il revient en arrière. J'ai vu la vidéo, il fait un pas en arrière pour être sûr de pas se faire flaguer. Voilà. On se fait quand même flaguer. Donc bon, c'était une belle réception de Jalin Hayat et une belle passe de Tyrod Taylor, c'est dommage. Voilà, et en fait, il a dit, bah non, là, il y avait pas matière. Et puis, il y a aussi un roughing de passeur. Je sais plus si c'est Okereke ou... Si, c'est Okereke, je l'ai partagé hier, voilà. Mec, c'est tellement honteux. Okereke qui ne fait absolument rien. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas... Enfin, il le plaque même, il le touche même pas la tête, c'est n'importe quoi. Non, alors, alors moi, il y a eu... Il faut pas toucher le casque, ok, il touche pas le casque, il touche le bras. Il faut pas plaquer trop fort et retomber sur le mec, il retombe pas du tout, il retombe à côté. Donc là, je sais même pas ce qu'il voit en fait. Il touche le bras en fait, tout ce qu'il fait, c'est toucher le bras de lancer. Non, c'est pas interdit ça, toucher le bras de lancer du quarterback. Donc je ne sais pas, il faut apparemment pas toucher Josh Allen. Les arbitres avaient décidé que... J'ai vu des mecs qui disaient que... la NFL avait décidé de ne pas faire perdre toutes ces grosses équipes cette semaine, puisque les Eagles ont perdu et les Chiefs avaient perdu. C'était qui l'autre ? Non, les 49ers avaient perdu, pardon. Il fallait pas faire perdre tout le monde, donc il fallait que les Bills gagnent un match. Les arbitres en ont décidé comme ça. Bon, je pense pas que ce soit la réalité. C'est la théorie du complot. Bien sûr, évidemment. Avec les fameux scripts de la NFL. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que la NFL, là, ils ont eu suffisamment d'audience sur le week-end pour... Enfin, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait de l'audience, quoi. C'est pas forcément les résultats des matchs. Oui. Mais c'est des décisions arbitrales qui pèsent quand même lourd au final. Les roughings de passeurs, où maintenant, franchement, on peut plus toucher le QB, ça devient vraiment... Chaque semaine, t'en as une ou deux, mais qui sont flagrantes, ou c'est ridicule, ça devient n'importe quoi, c'est vraiment risible, et ça fait vraiment chier, surtout quand ça nous arrive à nous. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive à nous, donc j'ai vu que même Léo Williams avait pris une amende carrément, parce que je sais plus sur quel QB, il était retombé trop fort sur le QB, donc le mec, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse, faut qu'une fois qu'il ait plaqué le QB, il vole au-dessus de lui pour pas lui tomber dessus. Enfin, et il va s'en prendre une autre, hein. Lui et Dexter Lawrence et Thibodeau, tu te rappelles de l'énorme bagarre. Alors, pour moi, c'est un peu confus. J'arrive pas à savoir qui de Thibodeau ou du lineman des Bills a vraiment commencé. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, Thibodeau, lui, il est par terre, avec l'autre Bills qui est en train d'essayer de lui foutre des coups de pied. Donc, en fait, il se défend. Et c'est de là que ça part. Et on voit Léo Williams qui arrive, qui se jette sur le joueur. C'est pas Dexter Lawrence ? Il me semble que c'est Léo Williams qui commence. Et Dexter Lawrence... Peut-être qu'au lieu de parler du match, on pourrait décrypter des bagarres. Ce serait vachement plus rigolo. Non, mais voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, j'aime pas, justement, quand il y a ce genre de truc, parce que je trouve que tu perds des points, enfin, tu perds des yards bêtement, etc. Mais là, quelque part, quand tu vois toute la défense qui, en fait, reste soudée et se défendent les uns les autres, tu dis c'est une escouade qui va dans le bon sens, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, s'il y a un pote à toi qui se fait emmerder, si tu prends 15 yards, complètement. Ouais. Alors là je suis 100% d'accord, je prends les 15 yards, mais je vais pas laisser mon pote dans la merde. De toute façon là c'était offset parce que les arbitres ont dit là vous avez tous fait les cons, voilà, égalité, balle au centre. Et puis voilà. Bon, avec tout ça, on a déjà fait 13 minutes de podcast et on n'a pas parlé du match en détail, enfin en tout cas des escouades. Non, oui, alors peut-être commençons par cette attaque, et donc le problème de l'attaque qui est le même problème depuis 3 matchs, puisque on n'a pas marqué un TD depuis, et un TD à la passe, encore pire, mais un TD tout court, offensif, depuis le match contre les 49ers, c'était une course de Breda. Donc bon, ça devient effectivement problématique, comme je disais en tout début de podcast, c'est quand même dommage parce qu'on arrive à produire du jeu. Tyrod Taylor il finit à 24 sur 36 pour 200 yards, il fait un match je pense solide, il court même un petit peu, et il fait combien à la course ? Il fait 24 yards, il se fait pas intercepter, c'était déjà une de ses statistiques, je me souviens que ça me marquait à l'époque quand je regardais Tyrod Taylor, il se faisait très peu intercepter. Il est extrêmement propre. En tout cas, ce qu'il fait, il a fait des belles passes, il y a eu des jolies passes pour Darius Layton en profondeur, où c'est des passes, comme on dit, par anticipation sur l'épaule extérieure, où en fait on n'attend pas que le mec soit très loin, mais on la lance en cloche avant même presque qu'il ait dépassé son défenseur. Donc c'était des jolies actions. Wan'Dale Robinson qui se montre encore très solide, il fait 8 réceptions sur 8 targets pour 62 yards. Il fait pas des milliards de yards, mais je le trouve vraiment solide, Wan'Dale Robinson, à chaque fois qu'il joue. Il nous avait montré ça avant qu'il se blesse l'année dernière, et là il revient vraiment à fond. Et je trouve que c'est un peu un... Merde, comment il s'appelle notre receveur qu'on a signé pour 1 million là, qui est vieux maintenant et qui joue plus. Qu'on a signé pour 1 million. Mais oui, qui est chez nous depuis 15 ans. Voilà. Je trouve que c'est un Sterling Shepard, un peu Wan'Dale Robinson. C'est le receveur de poche qui va faire les bonnes réceptions pour les first down et tout. Vraiment, je l'aime bien.
Donc un match globalement pas dégueu, et surtout la vraie différence, comme tu as dit tout à l'heure par rapport au match d'avant, c'est qu'on a un coureur qui nous met 93 yards, plus 24 yards de Tyrod Taylor, plus 13 yards de Matt Breida. On dépasse facilement les 100 yards à la course, et ça fait du bien, et tu as besoin de ce genre de play, de big play à la course, qui nous aide beaucoup dans cette offense. Donc j'ai trouvé globalement l'offense intéressante, mais ce qui nous manque, et là on était très fort l'an dernier, c'était de marquer des points en red zone, et là on s'est contenté de 3 field goals. Sur 5 fois on est allé dans la red zone, et c'est trop peu, quoi. Et les 2 fois, les 2 gros ratés en 2 fins des 2 mi-temps, c'est problématique. Et si sur une de ces 2 actions on met un TD, je pense qu'on a largement moyen de gagner le match. Donc c'est un peu frustrant, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des bonnes choses. Et surtout, Thiergo, et là, tu vas me dire ce que t'en penses, on a eu une O-line décente sur ce match. Oui, alors... il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. J'ai juste envie de commencer par le jeu de course avant de parler de la O-line, parce que sans dire que tout dépend de Saquon Barkley, on a quand même vu que les linebackers des Bills étaient beaucoup plus attentifs au jeu de course parce que Barkley était là. Ça fait depuis le début de la saison que tout le monde s'en fout de notre jeu de course, parce que ce soit Breida, Eric Gray ou Gary Brightwell, ils se sont dit, de toute façon, on va les éclater, donc il n'y a pas trop de difficultés. Et Breida, pourtant, arrivait à nous faire des trucs intéressants. On a aussi vu quelques petits trucs d'Eric Gray, mais c'est aussi la faute de la O-line, hein. Voilà. Faut pas non plus... Mais en fait, ce que j'ai bien aimé sur cette rencontre, c'est que cette fois, le coaching staff n'a pas abandonné le jeu de course. Exactement, 100% Toute la première mi-temps, on se prenait des taquets. Alors attends, si je prends un peu le game log, Saquon Barkley 4 yards, Saquon Barkley moins 2 yards, 3 yards, no gain, moins 2 yards, moins 2 yards. Là je suis qu'au premier carton, je vais pas tout vous faire, mais vous voyez l'idée. Non. C'est en gros un pas devant, 2 pas en arrière. Donc la première mi-temps c'était ça, et puis après on a commencé à avoir des gros plays. Mais le fait que justement la défense soit obligée de se concentrer sur le jeu de course, ça a ouvert beaucoup de choses aussi à la passe. On a pu, Tyrod Taylor a pu faire quand même des grosses passes, faire Hayat, Waller et Darius Slayton. Et bien entendu, ça va de pair avec la ligne offensive. Et j'ai trouvé que le côté droit de la ligne offensive, Evan Neal et McKettan, fonctionnait pas trop mal quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Non, globalement, juste pour revenir sur la course, clairement, avec le retour de Barkley, ça a changé le plan de jeu. Et je trouve ça très bien, comme tu disais, qu'ils aient pas abandonné le jeu de course. Et 24 courses. Enfin, je veux dire, quand tu as une première mi-temps comme ça, où ton coureur, il fait 3 yards, moins 2, 0, moins 2 et 1 yard, tu as vite fait de te dire, allez, on abandonne la course, laisse tomber, ça marche pas. Et ils ont bien fait de continuer. Et je pense que ça va les motiver à continuer par la suite. Je pense que le score a aussi beaucoup influencé cette décision de ne pas abandonner la course. Tant que tu es à 6-0, tu peux te dire, bon allez, il n'y a pas de pression, je continue avec la course. Je suis d'accord, mais je pense aussi que c'est une erreur, parce que tu es mené de 2 TD, de complètement squeezer la course. Je suis d'accord avec toi. Oui, donc dans tous les cas, même si tu es mené, à moins que tu sois mené de 40 points, mais là dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que c'est trop vite qu'on abandonne la course en général, et c'est pas une bonne chose. Maintenant, pour parler de la O-line, il y a aussi un facteur X qu'on n'a pas évoqué pour l'instant. C'est Justin Pugh, qui devait pas forcément jouer beaucoup, mais qui, avec la blessure de Ezeudu, s'est retrouvé à devoir jouer tout le match. Et en fait, il a été... je dirais pas qu'il était excellent, mais il a montré des belles choses. Et c'est une signature qui me semble solide, en fait. Alors, et pour l'instant, c'est un match, on n'en sait rien. Ça se trouve, il va vite retomber sur terre. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais... quand ils annoncent les joueurs au début du match... je voulais parler de ça aussi. Ils disent les universités, ils disent d'où ils viennent, et lui, il a dit en gros, je viens de mon canapé, quoi. Oui, c'est ça, littéralement, il dit just off the couch, il dit je viens de mon canapé, et en fait, ce qui est génial, alors, moi j'aimais bien Justin Pugh quand on l'avait drafté, c'est un joueur qui a une super personnalité, et puis c'est un vrai leader, mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que il a commencé ce match comme garde gauche. Et il devait faire ce match-là, c'était son premier match depuis qu'il s'est déchiré les ligaments.
Ça faisait que 2 semaines qu'il était chez les Giants. Et puis, paf, on perd Ezeudu. Et là, il se retrouve en left tackle. Il y a eu une fois où, en fait, il s'est vraiment fait battre salement parce que son jeu de jambes n'était pas assez propre. Mais je crois que, globalement, en tout cas, les stats PFF, il n'est pas dans les meilleurs, mais tu vois, il a une note de 51.9. Alors, je crois que c'est une note moyenne. Il a 54 points. Alors, je sais pas comment est-ce que tu peux avoir 51.9 alors que en pass blocking, t'es à 54.3 et en run blocking, t'es à 63.4. Je crois pas que ce soit la moyenne. C'est pas une moyenne. Bon. En fait. Non, a priori non. Sinon PFF a des problèmes assez importants pour faire des petits calculs aussi simples. Voilà, mais tout ça pour dire que en fait, il est dans les joueurs moyens corrects, quoi. Il est, tu vois, c'est en dessous. Sachant que non, mais globalement, si t'as raison, parce qu'en fait c'est notre PFF. Alors bon, si on regarde les notes de toute notre attaque. Les joueurs qui sont le plus bas dans les notes, c'est quand même tous des O-line, à peu de choses près. Ouais. On a Bredesen, Pugh, McKettan, et après on a Hodgins qui sont dans les pires. Mais en gros, le seul qui a une note en dessous de 50, et si vous avez lu l'article que j'ai posté sur le blog, en gros, tous nos joueurs sont à peu de choses près sont en dessous de 50. C'est Bredesen sur ce match qui est en dessous de 50, mais parce qu'il joue centre et je pense que c'est pas son poste, et quand il repassera garde, ce sera mieux. Je sais pas pendant combien de temps Joey McCutcheon va être blessé, mais sinon ils sont tous au-dessus de 50. Donc là, Justin Pugh avec 51,9, ça vaut ce que ça vaut évidemment. Hein. Evan Neal 57, Glowinski 58. Voilà, donc, et Jalen Mayfield 60. Bon, ça on sait pas trop comment il est arrivé là, mais c'est quand même plutôt encourageant et ça montre une progression de cette O-line qui. Alors, c'est qu'un match et je veux surtout pas me dire oui, elle est dans la bonne direction, machin, parce qu'un seul match ça suffit pas. Surtout mais c'est quand même. Les Commanders, hein. Et là, ça va faire mal. Ouais, alors par contre, les Bills étaient l'équipe avec le plus de sacs avant la rencontre. Hein. Donc, oui, mais tu sais que les commentateurs, justement, s'étonnaient Non, pardon, c'est pas les commentateurs. J'écoutais un podcast sur les Giants, Big Blue Banter, comme d'habitude, où en fait, ils s'étonnaient du manque d'agressivité du front seven des Bills. Et, ouais, mais ce que j'ai conclu, moi, dans mon article, et ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, les autres équipes arrivaient à nous saquer sans mettre plus que 4 joueurs. Donc ils n'avaient pas besoin de ça, en fait, pour nous plaquer. Et là, finalement, la O-line a montré que elle était peut-être quand même capable d'être juste une O-line normale, en fait. On ne demande pas d'être élite, encore une fois, juste être une O-line normale, et ça nous permet de développer un peu de jeu. Ah oui, non, mais de toute façon, on le dit depuis le début de la saison, tout part de l'O-line. Hein. À partir de là, si tu as 5 gars qui sont capables de donner un peu de temps à ton quarterback et d'ouvrir un minimum de brèche pour tes running backs, le match est tout de suite bien plus différent. Enfin, la physionomie du match est complètement différente. Mais oui, pour revenir à Pugh, là les Giants vont devoir se poser une question parce qu'en fait il a été signé dans le practice squad, il a été activé depuis le practice squad. Aujourd'hui, techniquement, si les Giants voulaient le remettre dans le practice squad, ils pourraient dire non, moi je vais signer dans un roster effectif ailleurs si ça me chante. Alors je ne pense pas que les Giants vont faire ça. Je pense que maintenant justement Justin Pugh il va commencer à discuter un peu salaire avec Joe Shane parce que à mon avis, vu la situation des Giants, il va pas accepter le minimum salarial. Il va pas non plus prendre 20 millions, hein, vous inquiétez pas. Ah bah ça c'est sûr. Non voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait il peut prétendre à un peu plus. Et surtout avec ce premier match où, sans dire qu'il a été dominant, il a été au moins convaincant. Ouais, et sachant qu'il joue à un poste, il s'est un peu retrouvé là par hasard et il n'est pas amené à jouer left tackle pendant toute sa saison ou sa carrière chez nous. Donc bon, et ça fait du bien d'avoir un leader comme ça, un mec avec de l'expérience. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans cette line qui ont vraiment du mal, donc ça c'est cool. En tout cas, on peut espérer que si Thomas et John Michael Schmitz reviennent avec un Justin Pugh qui a montré des choses intéressantes qui passerait garde, enfin il y a moyen d'avoir quelque chose assez upgradé une fois qu'on aura un peu moins de blessés, ce serait assez cool. Aucune idée de combien de temps John Michael Schmitz et Andrew Thomas vont être blessés, par contre malheureusement ça j'ai l'impression qu'on va devoir faire un peu sans eux pendant encore quelques temps. Ouais, c'est assez terrible, on en parlait déjà lors du dernier épisode, et bon on a vu comment il s'appelle, Andrew Thomas qui parlait un peu de sa blessure, qui disait qu'il faisait des progrès, mais bon, ils disent tout ça. C'est la truc classique, ça. C'est day to day. Voilà, c'est du day to day. Mais en effet, hein, je veux dire, moi j'adorerais voir une ligne où tu as Andrew Thomas, Justin Pugh, Michael Schmitz, Bredesen
et Evan Neal. Ou alors Evan Neal et un autre right tackle, mais je sais pas qui. Ouais. Tu pourrais même imaginer Ouais. Pugh en right tackle, Ezeudu en left guard et Evan Neal en right guard. Ouais, en fait, t'as pas mal de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes différents dans tous les cas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ils ont travaillé sur ça à l'intersaison. C'était vraiment, on veut éviter que si un jour un mec se blesse, on se retrouve complètement coincé parce qu'on n'a pas fait bosser les mecs aux autres postes. Mais bon, c'est quand même mieux Sauf quand que là tu maintenant arrives on est avec au des stade mecs où en qui fait jouent. tout le monde se blesse. Ouais, voilà, on est au stade où les mecs jouent à des postes complètement incongrus parce que voilà, c'est. Bref. D'autres choses sur cette attaque? Écoute, on a vu Darren Waller beaucoup plus utilisé, ça fait plaisir. Il a un véritable impact sur le match. Jalil Nayat aussi, qui nous fait une très belle réception. Je sais plus, c'était une troisième tentative. Non, c'est une quatrième tentative dans le quatrième quart-temps où il fait une réception sur le milieu du terrain. Ouais. Non, il fait que 21 yards, donc il est utilisé, tu vois, pas que pour le gelon finalement, même si on l'a tenté sur du gelon. Il montre en tout cas petit à petit qu'il est capable de faire autre chose, et je crois qu'en termes de pourcentage de snaps joués, il a été plus présent. Et ça, c'est bien. Il faut commencer à le faire monter un peu en pression. Eh ben, écoute, je vais te dire ça, il a fait 73% des snaps offensifs. Bah, c'est ouf par rapport à ce qu'il a joué avant, où on le voyait que de temps en temps, je trouve ça bien. Voilà. Et ça met la pression sur les safeties qui sont obligés de faire un peu gaffe. Ouais, voilà, et pareil, on voit Wendell Robinson, en fait, et c'est ce qu'on dit depuis le début, et on le voit que maintenant, t'as un Wendell Robinson qui est capable de t'attaquer le flat et le jeu court, un Jalil Nayat qui est une menace sur la profondeur, et Darius Slayton qui est sur les passes intermédiaires. T'attaques tous les niveaux. Ou passe longue aussi. Oui, ou passe longue, il le fait de temps en temps. On voit pas Hodgins en ce moment. Sterling Shepard d'ailleurs, je me demande s'il a joué Sterling Shepard. Paris Campbell, on l'a pas vu non plus. Qu'est-ce qu'il s'est blessé, non? Il a fait des punt returns. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il s'est pas blessé sur un punt return? De toute façon, vu ce qu'il apportait. Putain, tu l'aimes pas toi, lui, hein? Non, je l'aime pas. C'est ouf, depuis le je l'aime pas début, parce qu'en plus il porte un 0 et que c'est un numéro à la con pour un receveur. Ouais, je l'aime bien. Non, Shepard. Shepard, il a fait 1%. Putain, Shepard, il fait pas. Enfin, il sera pas dans l'équipe l'année prochaine. Hein. C'est triste. Non, mais c'est pas grave, On a d'autres joueurs. On a Paris Campbell, t'inquiète. Bon voilà, je pense que à part ça, on a fait le tour sur l'attaque. Passons sur cette défense du coup qui, là pour le coup, on voit des vraies progressions. Alors, on avait encaissé 1 milliard de yards contre les Dolphins, mais j'ai envie de dire comme tout le monde en fait. Les Dolphins qui, à la grande surprise, étaient menés 14-0. Moi j'ai vu le truc, j'ai dit ouais, ils vont mettre 40 points derrière et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, les Dolphins qui roulent sur tout le monde et on a une défense qui, avec un Bobby Okereke qui, ça y est, c'est enfin sorti les doigts des fesses. Il en a eu marre de rien branler. Et il nous fait 7 plaquages, 3 assists, donc 10 plaquages au total, 2 plaquages pour perte, une passe détournée qui mène à une interception et un fumble forcé. Donc il a été un peu partout, Okereke, sur ce match. Et on a aussi un Micah McFadden qui monte en puissance et qui fait encore un très bon match. Et donc, on se retrouve avec potentiellement, s'ils continuent sur ce rythme-là et s'ils vont dans cette progression qui a été la leur jusqu'au début de saison où vraiment ça a été le fond du panier jusqu'à être là vraiment très intéressant, on pourrait se retrouver avec une doublette d'inside linebacker plutôt cool et ça peut changer beaucoup de choses dans une défense d'avoir des renforts comme ça à l'intérieur enfin au milieu de la défense avec ces deux linebackers et McFadden qui peut s'avérer comme un très 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 bon pick de Joe Shane qui l'a chopé au 4e tour l'année dernière. Un peu sorti de nulle part et on n'attendait pas grand chose de lui et il s'impose vraiment comme un joueur. Et d'ailleurs, on avait aussi les notes PFF là. Je crois qu'il a fait un super match. Les deux font des super matchs. Ouais. Bah voilà, les deux mieux notés, c'est McFadden et Okereke avec des notes de 90,8 pour Okereke et 87,9 pour McFadden. C'est assez ouf. Ouais. Okereke, enfin, on le voit. Enfin, il commençait à montrer des petites choses sur les 2 derniers matchs. On l'a un peu remarqué contre les Seahawks, contre les Dolphins. Il dévie la passe qui est interceptée par Pinnock et qui va en TD.
Il a aussi... Il dévie encore une passe. En fait, il montre vraiment ses Non, qualités d'ailleurs, il dévie de pas. coverage. Il dévie pas 2 passes contre les Dolphins. Peut-être, mais il n'y a qu'une interception. Non, pardon, c'est ça. Non, il dévie une il passe. Il en intercepte une, oui. Voilà, c'est ça. Il dévie une passe qui est interceptée et il en intercepte une. Voilà. Et là, il a 93,2 en coverage sur les notes PFF. Ouais. 93, mec, c'est énorme. Et là, contre les Bills, il était absolument partout sur le terrain. Et il force un fumble. Enfin, voilà. Il se bat enfin, il joue enfin comme un linebacker payé 10 millions par an. On était très frustrés au début de saison. Et là, on est enfin en train de voir le gars qu'on a payé, qu'on a signé. Et on espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment la clé de voûte de la défense. Avoir un Dexter Lawrence qui fout le bordel dans la ligne offensive adverse, c'est bien, mais ça te fait pas tout, quoi. Si derrière les gars ils sont pas capables de tenir, ça sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, Dexter Lawrence, même s'il continue à être encore très très bon, et on le voit dans les statistiques, on le voit sur le film, les équipes ont quand même trouvé un moyen de limiter les effets que Dexter Lawrence peut avoir sur leurs attaques. Ouais, mais ça veut dire que t'occupes au moins... Il est double teamé quasiment tout le temps, donc t'as au moins 2 mecs sur lui tout le temps, donc ça permet d'ouvrir le jeu pour les autres derrière. Oui, mais bon, tu vois, on a Aziz Ojulari qui passe son temps à l'infirmerie, il y a Kevin Thibault qui peut profiter de ça, mais derrière, il faut aussi que du coup, tu aies des linebackers qui soient capables d'assurer en couverture, de remplir les gaps pour la course, etc. Et puis, il ne faut pas oublier la secondary, mais tout ça pour dire que l'impact d'Okereke sur ce match est absolument énorme. Si on n'a pas une performance comme ça de sa part, je pense pas que qu'on ait le même résultat face aux Bills, qu'on soit capable de les tenir à 0 point sur 3 quarts temps. Non, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est quand même assez positif, je trouve. Autre point positif, on avait fait 3 turnovers contre les Dolphins, on en fait 2 ici. D'ailleurs, j'ai vu que encore c'est la première fois, on fait les records sur records, mec, cette année. C'est comme quoi on n'arrive vraiment pas à closer les matchs et on n'arrive pas à profiter des opportunités qu'on a. C'est que, je sais plus ce que c'est la stat, mais c'est la première fois dans l'ère Super Bowl que une équipe qui a plus de yards que l'équipe adverse, plus 2 turnovers de plus que l'équipe adverse, n'arrive pas à gagner le match. C'était jamais arrivé sur 150 fois que ça arrive, enfin bref. Donc, c'est le genre de record que t'as pas envie de battre, quoi. Bah non, c'est clair. En fait, on arrive à se mettre dans des bonnes positions, mais on sait pas en profiter pour l'instant. Donc c'est quand même un signe positif parce que après ce qui s'est passé en début de saison, on avait peur de se prendre 2 fois 40-0 quand même. Ce qui n'a pas été le cas et on a réussi à faire des matchs, on va dire, plus corrects et à tenir les équipes pendant plus longtemps. Et 9-14 contre les Bills, je trouve que c'est une bonne performance. En tout cas, notre défense qui nous maintient à 14 points contre les Bills, on aurait dû gagner le match. Clairement, tu te dis, si avant le match je t'avais dit, alors les Bills on les limite à 14 points, mais je te dis pas ce que fait notre attaque, à ton avis est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd le match? Bon, peut-être que si je t'avais posé la question comme ça, t'aurais compris que je voulais dire qu'on allait perdre, mais globalement, limiter l'équipe adverse à 14 points, l'attaque est censée en mettre plus que 14 et on est censé aller gagner le match derrière. Surtout avec 2 turnovers qui mettent l'attaque dans des très bonnes positions. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a un joueur dont on n'a pas trop parlé depuis le début de la saison, mais je vois que des bonnes choses sur lui, qui se reflètent pas dans ses notes PFF, comme quoi les notes PFF, bon, il faut toujours prendre ça avec un peu de recul. C'est notre rookie Deontay Banks, qui fait des très belles choses, et il arrive à loquer pas mal les receveurs adverses. J'ai vu une liste de qui il a eu en face de lui avec les statistiques, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses de ce Deontay Banks depuis le début de saison, qui a encore été au niveau sur ce match contre les Bills? Ouais, alors je pense que justement le fait qu'on n'entende pas trop parler est un point positif. Parce que, alors certes, il n'est pas en train de faire des interceptions ou des plaquages monstrueux, mais il fait son job, il se fait pas éclater par tous les receveurs de la ligue. Alors j'ai pas les stats, donc ça se trouve... il y aura quelqu'un qui va me trouver, ah bah tiens, il y a un tel qui lui a mis tel. Bon, voilà, c'est un rookie. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il remplit sa part du contrat. On a plus de soucis à se faire de l'autre côté du terrain quand on n'a pas Dory Jackson et qu'il faut avoir, comment il s'appelle je n'ai plus le nom. Trey Hawkins. Trey Hawkins, j'allais dire Trey Walker, mais c'était pas ça.
Trey Walker qui a été bon pendant le training camp, mais il n'a pas été drafté aussi. Trey Hawkins. Trey Hawkins, the third, qui a été une bonne surprise au training camp, mais qui a été drafté au 6e tour quand même pour une raison, c'est qu'il manque de régularité. Et on a vu des belles choses de la part de Cordell Flott, et il me semble que, mais c'est très ponctuel. Et il me semble qu'encore une fois, on a eu une passe interférence de Darnay Holmes. Donc ça, on est habitué. Tout ça pour dire que justement, le fait qu'on n'entende pas beaucoup parler de Deontay Banks, et d'ailleurs je vois de plus en plus de gens qui l'appellent juste T-Banks, je savais pas que c'était comme ça qu'on l'appelait. Pour moi c'est pas un mauvais signe, et je pense qu'il est sur la bonne voie. J'ai pas trop fait attention à lui, pour être tout à fait honnête. Non, mais en tout cas il n'y a pas eu des matchs, parce que comment il s'appelle, c'est Forbes, non, comment il s'appelle le corner qui a été drafté par les Commanders, qui lui a fait des matchs complètement catastrophiques où il s'est pris des 2 TD à base de 150 yards, enfin des trucs, voilà. Donc ça c'est cool. Et si t'entends pas parler d'un corner, mec, c'est bon signe en fait. Quand un corner se fait bouffer, tu vas entendre son nom beaucoup de fois. Comme un O-line, c'est pareil. Un O-line, t'entends pas son nom, t'es content. L'inverse, un receveur, t'entends pas son nom, tu te dis bon, le mec a été invisible. Mais bon, ça fait partie des postes où si le mec est pas cité, bah tu te dis qu'il est plutôt solide. Et en plus, on l'entend pas trop, il fait son chemin, il continue à avancer, et voilà, il en fait pas trop. Je pense que on va pouvoir compter sur lui pour les années à venir, et en tout cas, ce qu'il montre pour une saison rookie, c'est plutôt pas mal. Et il fait 100% des snaps et 24% en special team. Tu vois, bon, après, Jason Pinnock et McKinney, c'est la même chose. Hein. Mais, Pinnock qui est pas mal aussi, hein, qui est un bon plaqueur, qui sait mettre la pression. Il faut savoir l'utiliser correctement, parce qu'en couverture, il est peut-être un peu moins fort. Mais bon, c'est une bonne surprise. Parce qu'en fait, moi, je le voyais vraiment que comme un blitzer. Désolé, hein, je te coupe, mais c'était juste pour reconnaître que il produit beaucoup plus que ce que j'attendais de lui. Ouais, il avait montré au training camp qu'il avait le niveau. Enfin, globalement, cette défense, je la trouve améliorée par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Et en fait, ce match me donne de l'espoir. Moi. Si on reprend attaque, défense et tout ce qui s'est passé, oui, on perd, mais on aurait pu et on aurait dû gagner. Et ça me met de l'espoir pour la suite. Et j'espère qu'on va pas se prendre une purge contre les Commanders, parce que là, ce serait une redescente aux enfers immédiate. Mais même si on est à 1-5, j'ai l'impression que l'équipe se bat, elle a pas abandonné. Tu vois, tu pourrais te dire, 1-4 contre les Bills, on se déplace chez eux, les mecs laissent tomber un petit peu et ils savent qu'ils vont se prendre une rousse. C'est pas le cas, on continue à se battre, et je pense que... Enfin voilà, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'était un match qui est plutôt encourageant. Je sais pas ce que toi t'en penses, est-ce que t'es du même avis ou... Si, j'en parlais sur Twitter l'autre jour, où on disait, de toute façon, cette saison, elle est foutue. Il n'y a pas de play-off à espérer. Et puis même si c'était mathématiquement toujours possible, j'ai pas envie d'y aller, très franchement. Je suis pas en train de dire il faut tanker, loin de là. Moi j'ai horreur justement des gens qui disent il faut tanker, j'en ai rien à foutre de ce qui se présente. Mais non, mais les gens ils disent ce qu'ils veulent, mais les joueurs ne feront jamais ça. Tu vas pas demander à un joueur de ne pas jouer, c'est pas possible. Et les coachs, vous croyez qu'ils disent quoi? Qu'ils disent aux joueurs, s'il vous plaît, ne jouez pas pour qu'on tank. Ben non, c'est pas possible. Non, mais après les coachs peuvent prendre des décisions pour pas se mettre dans la meilleure position pour gagner. Mais je pense que si on est réaliste, en fait, cette ligue elle est tellement compétitive que quand t'es coach, quand t'es GM, quand t'es joueur, tu te donnes à fond tout le temps, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et que, tu vois, on l'a vu avec Joe Judge qui a voulu tenter un sneak dans ses 2 yards. Il est pas cuit, puisqu'il a encore un boulot aujourd'hui. Mais Ben McAdoo aussi, un autre exemple. Ben McAdoo, il a dû rester en dehors des terrains pendant un petit bout de temps avant de pouvoir revenir comme coordinateur. Je crois qu'il est chez les Jaguars en ce moment. Donc en fait... Ah bon? Ben McAdoo, il est coordinateur offensif des Jaguars? Non, pas coordinateur offensif, mais coach de position. Ok. Ben McAdoo, je te dis ça, il est, entraîneur de football américain.
Sa femme s'appelle Tony McAdoo, d'accord, super. Putain, ça c'est cool. Non, il était coordinateur offensif des Panthers l'année dernière, mais il ne travaille pas cette année. T'étais dans le félin, t'étais pas loin. J'étais dans le T'étais dans le félin. Okay. Non, et là, voilà, tout ça pour dire que je pense pas qu'il tank, et certainement je ne l'espère pas, parce que il paraît qu'il y a encore des quarterbacks exceptionnels, mais il y a des quarterbacks exceptionnels chaque année, de toute façon, j'ai l'impression. Par contre, sans parler de tanker, est-ce que, parce que j'ai vu des mecs dire ça, est-ce que tu penses que Joe Shane serait amené à potentiellement vendre des joueurs parce qu'on sait que, tu vois, pour essayer de récupérer quelques pics, typiquement, alors je vois pas qui... Alors, attends, alors, si. Ok, attends, parlons-en, je voudrais ça. juste terminer un petit point, c'était que de dire, donc Vas-y. voilà, il y a aussi quelque chose à prendre en compte dans cette victoire. Non, c'est pas victoire, parce que justement, il l'a dit, on gagne pas de points à essayer. Mais dans cette performance contre les Bills, c'est que Brian Daboll connaît leur système. Et je pense qu'il a dû donner... Enfin, je pense pas que le système des Bills soit exactement comme il était sous Brian Daboll, mais il a dû donner quelques informations à Wink Martindale et à Kafka qui ont aidé en termes de coaching à jouer cette équipe. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis maintenant, parlons en effet de ce sujet très intéressant des trades, parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, et je pense à un joueur là. Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait être amené à trade un Leo Williams si on paye son salaire, ce qui va sûrement arriver. Enfin, ce qui pourrait arriver. Si on le trade, on récupère un pic et on paye son salaire. De toute façon, ça changera pas grand-chose pour nous cette année, qu'il soit là ou qu'il soit pas là au final. Est-ce que c'est le genre de move que tu pourrais voir venir ? Alors, j'ai plus du tout les règles en tête de comment est-ce que le salaire est réparti. Moi non plus, mais j'ai vu plein de fois des mecs, tu trades le joueur et c'est toi qui te tapes le salaire pour le coup. Peut-être que ça se décide entre les équipes, ça j'en sais rien. Parce que son salaire est tellement élevé que je vois pas quelqu'un qui irait le prendre en charge. Mais nous, si on se dit que de toute façon la saison est foutue, même s'il joue beaucoup de snaps, on pourrait mettre quelqu'un d'autre à sa place. Pour l'an prochain, on compte pas sur lui. De toute façon, il sera pas là l'an prochain, je pense, à moins que vraiment il décide de baisser énormément son salaire. Voilà, ça pourrait faire partie des moves envisageables. Ma question globale, c'est est-ce que tu verrais Joe Shane vendeur sur certains joueurs avec la saison qu'on a actuellement ? Alors, Léo Williams, il pourrait essayer, mais très franchement, moi je suis un autre GM, je le prends pas. J'y touche pas. Ouais, mais si tu le payes quasiment pas. Dans ce cas, coupe. Je veux dire, t'es contender au Super Bowl. Tu sais que t'as quelques lacunes en D-line. Un mec comme Léo Williams, ça se prend quand même, si tu le payes pas trop cher. Alors oui, mais en fait déjà, je suis pas certain de quel arrangement pourrait être fait pour que Léo Williams ne coûte rien à l'équipe qu'il récupère. Ça, ce serait un point à vérifier. Mais, je veux dire, admettons que tu ne puisses pas faire ça, même si tu m'offres même si tu me dis, allez, donne-moi un 7e choix, un 7e tour de draft conditionnel, je le prends pas, Léo Williams. Parce que, avec son salaire actuel, non, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, des joueurs qui, à mon avis, peuvent être plus intéressants à trader, je pense à Xavier McKinney. Ça. Qui pourrait être justement un prêt, un peu comme ce qu'on a fait avec Léo Williams avec les Jets. C'est-à-dire que tu dis, je te le trade maintenant et comme ça, tu as l'opportunité de le re-signer l'année prochaine. Parce que je suis là, tel que c'est pas, sans dire qu'il est dégueulasse, McKinney, je le vois pas très convaincant sur cette saison et je sais pas comment est-ce qu'il pourrait être re-signé l'année prochaine. Ouais. Donc t'as McKinney, Barclay, je pense pas qu'il serait tradé. Pourquoi pas Paris Campbell. C'est tout, ou sinon tu t'envoies Daniel Bellinger, mais putain, qu'est-ce que ce serait dommage. Non, t'as pas. Non, je pense pas qu'il faut mettre les jeunes. T'as pas envie. Les jeunes prometteurs, faut que tu les gardes. Faut que tu penses aussi à construire ton but. C'est pas de reset toute l'équipe. C'est juste de se dire, tiens, lui, la saison est finie. Enfin, le mindset, je pense que c'est ça. C'est la saison est finie. Il y a des joueurs qui seront plus là l'année prochaine. On n'en tirera rien. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui sont intéressées par ces joueurs-là parce qu'ils vont aller au Super Bowl et qui doivent se renforcer dans leur équipe et qui seraient prêts à miser un petit peu cette année alors que l'an prochain, je sais que j'en tirerai rien. Et moi, de toute façon, j'ai pas trop besoin de ces joueurs parce que ma saison est plus ou moins finie, donc je vais essayer de récupérer autant de capital que possible pour la prochaine draft. Enfin, c'est comme ça que je le verrai. Non, mais ça, on est tout à fait d'accord. C'est
c'est une technique bien utilisée par les GM quand ils savent que leur saison est terminée. Ça veut pas dire qu'ils tankent, ça veut dire que juste ils profitent du capital de draft qu'ils peuvent récupérer et ils ont bien raison. De toute façon, on est bien d'accord que niveau O-line, on ne traitera personne parce qu'on a tellement de trous que c'est mort. Mais surtout, qui veut... Ah, tu veux dire qu'on récupère ou qu'on trade un de nos joueurs? Parce que je vois pas qui on pourrait envoyer chez... Ah non, mais je veux dire, par exemple... Qui voudrait nos O-line, quoi? Non, mais... beaucoup de gens voudraient Andrew Thomas, mais Andrew Thomas... Non, mais d'accord, évidemment, mais là, tu sais que c'est impossible. Est intradable. Non, mais tu pourrais dire, est-ce que je traderais pas Evan Neal, par exemple? Mais pour moi, Evan Neal... même s'il est décevant en tant que right tackle, pour pas dire nul, t'en as quand même besoin et ça vaudrait le coup de l'essayer comme garde. Ouais, je pense pas qu'ils ont abandonné sur lui et je pense que si vraiment ça continue à mal se passer en tackle, ils le tenteront en garde. Je pense pas qu'ils le laisseront partir comme ça pour rien alors qu'il a été drafté l'an dernier. Mais non, pour moi, tu vois, le candidat favori, ça pourrait être McKinney. Mais sinon, après, peut-être un Darnay Holmes aussi. Et en receveur, est-ce que tu peux obtenir quelque chose de Darius Slayton? Pourquoi pas? Non, tu le gardes. Attends, non, mais Darius Slayton, c'est notre meilleur receveur pour l'instant. Depuis 3 ans, c'est notre meilleur receveur. Ouais, avec aussi ces petites lacunes. Je suis bien d'accord, hein, moi j'adore Darius Slayton, mais on est justement en train d'avoir cette discussion de on est à la trade deadline, on ne fera rien cette saison. Si on peut récupérer quelques pics pour nous améliorer sur long terme, de qui on pourrait se permettre, de qui on pourrait se séparer sans trop causer de problèmes. Ouais, mais moi je mettrais pas Slayton dans la balance. Ou alors Isaiah Hodgins, mais Isaiah Hodgins, tu récupéreras. Je pense pas que tu récupères plus qu'un 6e tour. Ça c'est sûr. Bon, bref, la semaine prochaine, on rencontre les Commanders qui sont à 3 victoires, 3 défaites, donc voilà, vous savez bien qu'on est dernier de la 3 fois plus de victoires que nous. Voilà, c'est 3 fois plus de victoires que nous, qui ont un quarterback qui est un peu inconstant, mais qui a montré de belles choses sur plusieurs matchs, notamment la semaine dernière. Donc ce sera un bon test. Je pense que c'est un match qui est gagnable. Là, j'y vais pas en me disant on va se faire rooster comme ça a été le cas, puisque je vous rappelle quand même qu'on a rencontré 49ers, puis Dolphins, puis Bills. Je pense que c'était le stretch de 3 matchs le pire qu'on va avoir dans toute la saison, parce que clairement ça va être difficile de faire plus dur que ça. Donc c'est un match qui va être... et de toute façon sur la dernière saison, ça a toujours été des grosses batailles contre eux. On a souvent été vainqueurs contre les Commanders malgré tout. Mais cette année c'est différent. Et ce serait le bon match à gagner pour moi pour essayer de relancer un petit peu quelque chose et de se dire allez là on est reparti. En tout cas on revient dans des matchs qui semblent plus à notre portée que ça a été le cas dernièrement. Oui. Donc, mais tu parlais de leur D-line, oui, ça fait peur par contre. Alors leur D-line fait peur, mais là je suis en train de regarder les stats. Alors ils ont une défense absolument dégueulasse au niveau des stats. J'ai pas regardé un seul de leurs matchs parce que en fait moi quand les Giants vont mal, je n'arrive pas à regarder. Putain mec, c'est exactement pareil pour moi. Matchs. Alors, attends, moi le pire c'est que j'arrive pas à regarder autre chose. Les podcasts, ça me saoule de les écouter. Donc merci à tous de nous écouter quand ça va mal parce que c'est vrai que souvent ça donne moins envie. Et j'ai pas envie de jouer à Madden non plus. Enfin tout ce qui touche de près ou de loin au foot américain. Et quand je faisais sur TD Actu et que je faisais des vidéos tableau noir, quand les Giants perdaient et qu'on s'était fait éclater, mec, c'était une chier pour me dire allez, faut que je me motive pour faire ma vidéo de la semaine. Enfin, tout ce qui touche de près ou de loin au foot américain, j'ai juste plus envie d'en entendre parler pendant quelques jours, quoi. Jusqu'à ce que la motivation revienne, mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ça fait plaisir que tu dises ça. Donc en fait, je sais pas du tout ce que valent les Commanders, mais en regardant leurs stats, ils sont 27e de la ligue en yards à la passe, 30e de la ligue en TD à la passe. Contre la course, c'est un peu mieux. Ils sont 23e en yard et 13e en TD. Tout ça pour dire que, du coup, notre attaque, si on pouvait essayer de se faire plaisir à envoyer des grosses bombes sur Jalen Hayat et des petites screens à Wendell Robinson, c'est peut-être le moment de le faire. Encore faut-il qu'il y ait le temps, vu leur ligne défensive de malade. Et puis, offensivement, ça a l'air d'être... c'est milieu du tableau, 16e... en yard de la passe, 12e en TD, 25e à la course, ils sont pas très bons à la course, et 12e en TD, et bon, ils arrivent quand même à en marquer quelques-uns. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est un match qui devrait être à notre portée, au même titre que les Seahawks devaient être à notre portée. Mais j'attends de le voir pour y croire, tout simplement.
Mais franchement, quand je Ouais. regarde le programme qu'on a, donc là, on est chez les Commanders à la maison. Puis on a les New York Jets à la maison. Après, on Qui va. ont gagné, qui sont à 3-3 aussi, hein, les Jets pour l'instant. Ils Voilà. ont battu. Ils Les viennent de battre Eagles. qui là les Eagles, ah bah oui, Ouais, d'accord. hein, j'ai pas, j'ai pas eu le courage d'aller regarder les highlights, mais j'étais content qu'ils le Non. fassent. Ouais. Ensuite, on a les Raiders à Las Vegas. Et enfin, le 12 novembre, à Dallas, on affronte les Cowboys et je serai dans le stade pour voir les Giants se prendre une fessée. Non, je serai dans le stade et d'ailleurs, bah tiens, d'ailleurs, je m'étais dit que je le faisais aujourd'hui. Je vais me commander. J'avais envie de me commander un nouveau maillot des Giants. Tu sais, celui qu'ils avaient utilisé contre les Bears l'année dernière, bah, tu sais, c'est le rétro. Ouais. Ouais, voilà. Mais crois que... en fait là, ils avaient le casque rétro, mais Ouais. l'uniforme Color Rush. Ouais. Mais il va encore y avoir l'uniforme rétro cette année, hein, il y a encore. Ouais. Bah, en fait, comme je l'ai pas, comme j'ai pas celui-là dans ma collection, je vais m'acheter celui-là. Et à la base, j'avais envie Quel de m'acheter. joueur tu vas prendre? Bah, je voulais m'acheter Saquon Barkley, mais j'ai beaucoup trop de joueurs offensifs. Enfin, j'ai trop de joueurs offensifs. Non, j'ai Eli Manning McKinney, et Odell Beckham. J'ai acheté McKinney pour le match de Londres. C'est dommage puisqu'il sera plus dans l'équipe l'année prochaine. Non, en fait, je vais tabler sur un joueur de défense. Je vais prendre Dexter Lawrence. Ah, c'est une valeur sûre. Ouais. Sinon, tu peux aussi prendre un joueur old school, hein, genre. Bah, j'avais envie, tu sais. Je pensais à Michael Strahan, mais j'ai bien envie de prendre un joueur actuel. Ok. Bah écoute, c'est cool. Tu nous diras, tu enverras des jolies photos de ton beau maillot et de toi complètement sous dans les tribunes des Cowboys pour oublier cette défaite qu'on se sera pris. Vous verrez le lendemain ou toi en train de te battre. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. Le lendemain, un Français a été arrêté à Arlington. Il s'est foutu sur la gueule avec des fans des Cowboys. Ce serait rigolo. Bon, donc du coup, ce match contre les Commanders à 19h la semaine prochaine, enfin un match qu'on va pouvoir suivre à un horaire à peu près normal. Moi, je suis pas content. Il sera 4h du matin chez moi. Moi, je suis très content. Enfin, et tu sais que je m'étais fait des visuels pour les TD. Tu sais, je fais ça tous les ans, je fais des visuels pour tweeter quand il y a un TD de tel ou tel joueur. Bordel, mec, j'en ai utilisé 0 pour l'instant. Déjà parce que les matchs sont à je sais pas quelle heure, donc j'ai pas pu tous les regarder. Et surtout qu'on marque pas de TD, donc en fait, je ne peux pas. Voilà, ça ne sert à rien. Donc j'ai fait des visuels qui pour l'instant sont absolument inutiles. J'espère enfin sortir mes visuels pour ce match des Commanders. Ouais, je pense que dimanche, je louperai la première heure de match, mais je vais me lever pour 5h du matin pour regarder ça. Tu vas te lever, il y aura 25-0 pour les Commanders, tu vas bon, je vais retourner me coucher. C'est très possible. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast qui a été quand même assez long finalement. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer de ce match contre les Commanders. À plus tout le monde, salut. Salut.